de te demander, c'est comment tu vas au point de vue de la santé, au point de vue de la. Est-ce que tu es joyeux? Est-ce que tu es en harmonie avec toi-même en ce moment? Ah, moi, je suis tout à fait en harmonie avec moi-même. Je suis joyeux. Mon moral est très bon parce que de toute façon, j'estime toujours que ce ne sont pas les événements extérieurs qui sont graves, c'est parce qu'on les ressent comme graves qu'ils deviennent graves. Donc, j'ai toujours appris enfin, j'ai toujours appris. La vie m'a appris à prendre les choses avec humour, avec le sourire et avec toujours un caractère positif pour ne jamais être démoralisé, ou, etc. Donc pour toujours continuer. Donc ça va bien, ça va bien. Naturellement, passer de la vie de la prison, où on est dans sa cellule, sans avoir à s'occuper de rien, puisque vous êtes nourri, logé, blanchi, vous n'avez rien à faire que ce qui vous plaît. Enfin, voilà. Et soudainement, on se retrouve dans la vie où il faut s'occuper de sa nourriture, des rendez-vous et tout ça. Pour moi, ça a été vraiment un changement comme passer du chaud au froid ou du froid au chaud. Bon, Mais ça va très bien. je vois que tu as la faculté de tout transformer en positif, même quand c'est compliqué, mais c'est comme ça qu'il faut faire, hein, de toute façon. Hein, il n'y a pas de. Ben oui, parce que si on ne le fait pas, on se morfond, on s'inquiète et puis on ne change rien de toute façon. Et je crois que justement, une façon de changer les choses, c'est de les prendre toujours positivement, de toujours se dire, bon, même si j'ai cette tuile qui m'arrive sur le coin de la figure, qu'est-ce qu'elle veut dire? Qu'est-ce qu'elle m'appelle à faire? En quoi elle m'appelle à me dépasser? Et c'est quand on essaie de vivre comme ça, je ne dis pas que c'est toujours facile et qu'on y arrive toujours, ben, quand on vit comme ça, on surmonte, je pense, beaucoup plus de difficultés. Et au cours de ton parcours, de toute façon, tu as toujours eu des gens qui t'ont soutenu. Oui, naturellement. J'ai Bon, toujours eu des gens qui m'ont soutenu et je n'ai jamais manqué d'aide. Et c'est pour ça que j'ai toujours cru, et je remercie la Providence, car elle m'a jamais laissé tomber. Et je dirais que le meilleur exemple, c'est maintenant. Personne s'imaginait que j'irais de l'Écosse en France et que là, je serais libéré. Et tout le monde s'imaginait que, et mes adversaires en premier, que je serais en prison pour de longues années. Or, il se trouve que je suis libéré. de toute façon, Vincent, moi je regarde ton profil, tu n'es pas un délinquant, tu n'as jamais bercé dans la voyoucratie. Je veux dire, c'est quand même, tu as juste essayé par un travail d'exposer ce que tu avais observé, quoi, de manière tout à fait honnête et impartiale, on va dire, parce que tu as Oui, cherché les faits, quoi. j'ai essayé d'être honnête et impartial. Ceux qui me connaissent savent que la plupart du temps, je sais analyser des situations très objectivement, même quand je suis partie prenante. Je n'hésite pas à dire, voilà, là j'ai eu tort, là je comprends que, par exemple, il est évident que je me présente comme national-socialiste et révisionniste. Je comprends parfaitement les membres de la communauté juive qui me haïssent. Ils ne me connaissent pas, mais ce qu'ils voient en moi, c'est l'image qu'ils ont du nazi d'Hollywood. Donc il est normal que ces gens me haïssent. Je leur en veux pas de me haïr. Alors, je comprends ton point de vue, mais on peut quand même souligner une grande part d'hypocrisie dans cette collectivité, parce que on a dit aux Français, oui, au nom de l'antifascisme, il faut voter Emmanuel Macron. Et maintenant, ils se retrouvent alliés avec des néo-nazis en Ukraine contre les antifascistes par excellence, que sont les Russes. Donc, quelque part, tu devrais être un héros pour ces Ah personnes. oui, c'est vrai. S'il y avait une certaine cohérence dans leur pensée, on pourrait dire, mais voilà. Mais bon, euh, Carlos Porter, qui était un révisionniste américain assez peu connu, mais qui a fait un excellent travail, me disait, ces gens ne raisonnent jamais avec le principe de non-contradiction. Et c'est ce qui fait qu'il est très difficile d'échanger avec eux. Parce que de toute façon, ils peuvent vous dire un jour blanc, un jour noir, de le moment. Et Alors, voilà. attends, on a été coupé au moment où tu t'exprimais, un jour blanc, un jour noir, et puis, Tout dépend de ce qu'ils souhaitent démontrer ou prétendent démontrer sur le moment. Voilà. Donc ces gens peuvent vous dire blanc ou noir, c'est pas important. L'important, c'est de toujours en sortir. oui. Voilà. Alors, je fais quand même une précision parce que je ne voudrais pas qu'il y ait d'amalgame. Quand je parlais des néo-nazis ukrainiens,
on a du mal quand même, en regardant ces types tatoués ultra-violents qui bercent dans le trafic d'armes et le trafic de drogue, de voir un lien direct avec Adolf Hitler et l'Allemagne d'une autre époque. Parce que, honnêtement, moi, j'ai jamais compris quel était le lien. Moi, j'ai toujours trouvé que les néo-nazis en Ukraine étaient l'expression du mondialisme violent dans ce qu'il était de plus obscène. Je ne le relie pas, moi, au national-socialisme des époques passées, parce que ce n'est pas les mêmes générations et ce n'est pas les mêmes comportements. Moi, j'ai vu des camps là, de jeunes en Ukraine entraînés, hein, les néo-nazis, ils sont drogués, c'est la culture de la haine, et ce n'était pas ça l'Allemagne d'Adolf Hitler, je suis désolé. Non, moi je ne pense pas. Je ne pense en effet qu'il n'y avait pas cette culture de la violence. C'est une image d'Hollywood, tout cela. D'ailleurs, il y a de nombreux exemples, notamment dans la guerre. Et le meilleur exemple que l'on peut citer, c'est lorsque, en mai-juin 40, l'Allemagne a écrasé la France militairement et qu'il y avait des millions de réfugiés sur les routes. Mais l'Allemagne était maîtresse du ciel. S'ils avaient voulu faire un carnage de Français comme la propagande alliée le prétendait, ah mais là ils pouvaient, hein, et ils pouvaient refuser tout armistice, aller jusque dans le sud, et puis laisser les gens sur les routes, ça aurait été un massacre terrible. Alors ils ne l'ont pas fait. A contrario, les Américains qui ont vraiment attendu le dernier moment pour intervenir, et certainement pour empêcher les Russes d'avoir le tout, ont bombardé les Français, écoles et maîtres inclus, hein, Saint-Étienne, Lyon. Ceux qui ont le plus bombardé la France, ce sont les Américains. Hein, au début, bien sûr, tout à fait. Je suis normand d'adoption. Je peux vous dire que les bombardements, je connais bien, puisque je crois que j'ai été d'ailleurs même l'un des premiers. C'était en 1994, pour le 50e anniversaire du débarquement. J'ai été le premier à faire une recherche systématique sur le nombre de victimes des bombardements. Et c'est quelques années après qu'un comité du Troisième Âge a effectué la première enquête vraiment profonde sur le nombre de victimes des bombardements anglo-américains au-dessus de la Normandie. C'est-à-dire que personne ne s'était intéressé au nombre de victimes. Et je peux vous dire que en Normandie, il n'y a aucune commémoration des bombardements. Aucune. Alors que, par exemple, à Caen, j'en parle dans mon dernier livre sur Oradour, il y a eu le fameux, je crois que c'était le 7 juin dans la nuit, un bombardement terrible qui a complètement détruit une clinique, la clinique de la Miséricorde, où des gens sont morts brûlés vifs. Je veux dire, des gens qu'on ne pouvait pas retirer des ruines et qui sont morts brûlés vifs. Ça a été un carnage terrible qui a été raconté par Rémi Streff dans son livre, parce que c'était un sauveteur. Eh bien, aujourd'hui, quand vous allez à la clinique de la Miséricorde, que je connais bien, puisque je suis canet moi-même, il n'y a même pas une plaque commémorative. Alors, n'allez pas dire qu'il y aurait même une commémoration publique. Non, mais il n'y a même pas une plaque. Et à quelques centaines de mètres, il y a le cimetière des Quatre Nations. Des rangées entières de tombes sont des rangées des victimes des bombardements des 6 et 7 juin 1944. Ces tombes sont totalement à l'abandon. J'ai pris des photos que j'ai montrées dans certaines de mes vidéos. C'est fini. Plus personne n'y pense. Hein. Donc, il y a vraiment un deux poids, deux mesures et une mémoire un peu sélective qui est amnésique pour certaines choses. Et il n'y a pas que cette partie, puisque Lyon-Saint-Étienne, c'est aussi une autre partie où ils ont bombardé des écoles avec des gamins, des maîtres à l'intérieur. Hein. Ah ben oui, de toute façon, quand on jetait à l'époque des bombes de plusieurs milliers de mètres d'altitude, on ne pouvait pas savoir où elles allaient. Hein. Donc ça a été... Oui. Moi, je suis un peu plus méchant avec ça, c'est que pour moi, les Américains ont financé cette guerre parce qu'ils voulaient en finir avec le nationalisme européen. Ils ont fait pour moi d'une pierre deux coups en montant les Allemands contre les Russes et ils sont intervenus à la toute fin, après avoir bien alimenté la Wehrmacht en essence d'ailleurs, pour qu'il y ait plus de destruction. Donc pour moi, les bombardements ne sont pas innocents, c'est que plus on dégrade et plus c'est facile après de prendre le dessus. Je suis un peu plus sévère avec les anglo-saxons en général. Oui, moi je suis moins sévère que cela. Pour moi, c'était une stratégie criminelle. Mais je ne sais pas s'il avait derrière. Mais après, a priori, je peux me tromper. J'ai étudié les bombardements, les dégâts que ça a fait, le caractère criminel de cette stratégie au regard du droit international de l'époque.
j'ai pas été plus loin sur d'autres choses, mais je ne dis pas que ça n'existe pas. Moi, je ne suis pas compétent sur ces questions-là. Je vais dire ça par honnêteté avec nos auditeurs. Bon, nos auditeurs, c'est quand même un monde assez restreint qui me connaît, puisque je donne mes points de vue. Mais comme je te disais tout à l'heure en aparté, moi, mon grand-père était un fasciste plusieurs fois décoré par le régime de Mussolini. Et moi, j'en éprouve pas de la honte, parce qu'on disait tout à l'heure, oui, les Allemands étaient sortis de la dette, Mussolini la brûle en place publique, mais aujourd'hui, les gens qui se prétendent les héros des vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, quelle dette, même générationnellement, ils ont accumulé pour arriver jusqu'à aujourd'hui, quoi. Donc la question, c'est de savoir qu'est-ce qui s'était passé réellement. Et on se rend compte que si les fascistes ont viré la mafia d'Italie, les Américains se sont appuyés sur la mafia pour totalement gangréner l'Italie. Donc pour moi, j'ai une vision très négative des États-Unis dans leur influence. Et quand je compare avec leur comportement obscène aujourd'hui, qui va jusqu'à couvrir les massacres à Gaza, mais qu'on a vu en Irak, qu'on a vu en Yougoslavie, pour moi, les bombardements, c'est pour ça que je reviens aux bombardements en France, ne sont pas innocents du tout. C'est vraiment typique d'une mentalité anglo-saxonne pour moi, qui est héritée déjà d'un long passé de paganisme nordique ultra-violent. Bon, ça, c'est ma façon de voir les choses. Mais, voilà. Chacun peut voir les choses. Ce que je sais, c'est que pour reparler de Carlos Porter, ce révisionniste américain, il me disait, il était américain lui-même, mais il avait renoncé à la citoyenneté américaine pour protester contre les agissements des États-Unis. Et il m'avait dit, ce qui caractérise quand même les États-Unis et tout ce que les autorités des États-Unis et une fraction de la population, c'est l'ultra-violence de ces gens-là. Et il me disait, tu ne peux pas savoir comme la police peut être ultra-violente aux États-Unis, et leur façon de faire la guerre est une façon ultra-violente. Et c'est vrai, j'en termine juste, par exemple, quand j'ai lu les mémoires de celui qui avait organisé les bombardements au-dessus de l'Allemagne, Harris, il fait d'abord un historique des bombardements. Et il raconte qu'aux Indes, par exemple, quand un village se révoltait, qu'est-ce que faisait? On envoyait l'aviation, on bombardait le village et on disait aux gens, tant que vous n'avez pas cessé la rébellion, on reviendra bombarder et donc vous n'aurez plus de village, plus rien. Et donc les gens étaient obligés de se rendre. Et donc c'était une manière d'une violence terrible que nous, on ne pouvait pas imaginer. Et je dis ça parce qu'on peut recouper avec des tas de choses. C'est quand même la seule nation qui a envoyé des bombes nucléaires sur des civils, au Japon. Tout à fait, tout à fait. Et non seulement elle a envoyé des bombes nucléaires sur des civils, ce qui était absolument contraire au droit international, puisque vous ne pouvez pas bombarder des villes ouvertes, et surtout vous ne pouvez pas créer des souffrances inutiles avec des armes, justement, qui sont faites pour créer des souffrances inutiles. Ça a été très bien analysé dans un jugement qui a été rendu dans les années 60 par une cour japonaise. C'est l'affaire Shimado contre les États-Unis, justement. Il y a une superbe analyse, justement, du caractère de violation du droit international par les bombes atomiques. Et ce qui est fou, c'est que ce pays bombarde, lâche 2 bombes nucléaires sur un pays, sur 2 villes qui étaient de toute façon... le Japon était en fin de course, il ne pouvait plus continuer la guerre. Et après, au défilé de la victoire, j'ai la photo, il y avait un camion spécial où trônaient victorieusement les équipages des avions qui avaient largué les 2 bombes atomiques. C'est-à-dire qu'on en fait une gloire. On aurait pu dire, bon, ils ont fait ça, mais ils vont se dire, ok, c'était quand même très limite notre chose. Pas du tout. Ils en sont fiers. Ils en sont fiers, et aujourd'hui... alors on dit des fois, oh, ça a été le péché des scientifiques. Ça n'est pas vrai, ça n'est pas vrai. Il suffit de voir au Vietnam, ou même juste après la Corée du Nord. Exactement. Pas la Corée du Nord, c'était la guerre de Corée. Il n'y avait pas encore la guerre de Corée à l'époque. La guerre de Corée, mais ils ont récupéré le fruit des scientifiques japonais là, qui travaillaient dans le bioterrorisme, et ça s'est retranscrit par le fait qu'ils larguaient de la nourriture contaminée sur les populations coréennes pendant la guerre de Corée quand même. C'est possible, je ne connais pas la guerre de Corée, mais ce que je sais, c'est qu'en France, il larguait aussi des fois des petits stylos piégés. Donc les gens les reprenaient et ça leur pétait à la figure. Ça a été quelque chose de tout à fait terrible, en fait. Et avec une parfaite bonne conscience.
C'est ça qui est extraordinaire. Et regardez le scandale des armes à l'uranium appauvri en Irak, notamment, mais il n'y a pas qu'en Irak. Hein. Je veux dire, il balance des armes qui contiennent de l'uranium, qui va donc contaminer et des terrains pour des millions d'années. Des bébés naissent déformés. J'ai consacré une vidéo et une étude à la question. Mais c'est toujours fait avec une conscience, une bonne conscience. Ah mais non, c'était pour le bien. Ah, mais nous, c'est très différent de vous. C'était pour le bien, c'était pour la démocratie, c'était pour la civilisation, et blablabli, et blablabla. J'avais fait une interview avec Thierry Messant où on parlait d'une opération au Vietnam où il faisait des expériences. Je crois que c'est l'opération Phoenix. Je ne veux pas dire de bêtises, parce que je veux pas. Les auditeurs peuvent retrouver l'interview que j'ai fait avec Thierry Messant sur le sujet. Il faisait. Alors, il travaille. C'est le couple judéo-protestant, donc il y a souvent des scientifiques liés à Israël et au judaïsme mêlés avec les protestants. Hein. Ça renvoie un peu au Talmud sionisme et au couple de Malthus, mais finalement ça peut renvoyer au couple Windsor-Rothschild aussi. Hein. On peut dire qu'il y a toujours une connivence, mais il y avait un scientifique qui s'appelait, je ne veux pas dire de bêtises, hein, mais Sidney Gottlieb, c'est probablement lui, enfin je ne veux pas dire de bêtises, mais il faisait des expériences avec sur les prisonniers vietnamiens. Ils implantaient des électrodes à vif. Évidemment, les gens mouraient et après les expériences, ils se débarrassaient des cadavres. Voilà. C'est pas étonnant parce que j'ai lu l'intégralité du procès qu'on appelait les médecins nazis. La plupart ont été condamnés à mort et pendus, mais donc pour avoir lu l'intégralité, j'ai aussi consulté les documents de la défense. Oui. La défense avait fait un travail extraordinaire pour démontrer qu'en matière de cobayes humains, les Américains notamment n'avaient aucune leçon à donner et que même dans l'Allemagne vaincue, ils avaient fait des appels pour justement faire des expériences humaines, enfin sur les cobayes humains. Et regardez, je crois que c'était dans les années 93, 94, 95, quand il y a eu le scandale des expériences humaines par rapport au nucléaire. Vous savez, donc par exemple, ils allaient dans des dispensaires et des quartiers pauvres américains, donc des quartiers noirs, et ils donnaient des pilules qui étaient légèrement radioactives à des femmes enceintes pour savoir ce que ça allait faire sur le fœtus. Tout ça, ça a été dévoilé. Je me rappelle d'une anecdote, un ouvrier blessé, il lui avait fait une piqûre de plutonium pour voir comment le plutonium allait aller dans sa jambe, et ils avaient coupé la jambe. Donc, des tas d'expériences comme ça, horrifiantes. Et à l'époque, j'avais publié un article où j'avais dit, mais les horreurs nazies, comme on dit, mais étaient 1000 fois dépassées. Mais toujours, mais après c'était, ah mais oui, mais que vouliez-vous? On était en pleine guerre froide avec l'URSS, ils avaient les armes atomiques aussi, il fallait bien faire des expériences pour savoir. Eux, avec eux, tout est toujours bien. Alors je confirme, c'est bien l'opération Phoenix. Après, le scientifique juif en question qui était à la charge de ces programmes, en fait, c'est le début de la volonté d'aller vers l'humain artificiel. C'est-à-dire, c'est typiquement nordique hein, quand même. Enfin, je ne veux pas revenir là-dessus, mais ils ont vraiment une propension à aller vers une version trafiquée de l'humain par le couplage homme artificiel, biologique et homme artificiel. C'est d'actualité. Hein. Ah ben c'est le transhumanisme en plein. Hein. Transhumanisme en plein. Quoi. Parce que, je te disais tout à l'heure, parce qu'on regarde Pétain. Pétain, c'est travail, famille, patrie. Quand on voit aujourd'hui que le résultat, allez, on va dire de la voyoucratie post-seconde guerre mondiale qui s'est mis en place avec la résistance, on en arrive quand même au trafic des naissances, à l'adoption d'enfants par les homosexuels, tout ce qui est LGBT, à la destruction de tout ça. Donc, quelque part, pour ceux qui disent que oui, ce Great Reset porté par les judo-protestants plus que par les autres, hein, on va le dire comme ça, de dire que ce Great Reset serait la résurgence de l'Allemagne d'Adolf Hitler, c'est quand même là, il y a des limites à ne pas dépasser dans l'hypocrisie, quoi. Ah ben, je crois que de toute façon, quand les limites sont dépassées, il n'y a plus de limites. Je crois qu'aujourd'hui, il n'y a plus de limites. Et aller affirmer que le Great Reset serait une résurgence du national-socialisme, alors là, je ne comprends pas du tout, parce que voilà, le national-socialisme a été écrasé, le monde s'est forgé sur la
sur le rejet du national-socialisme. Ça avait été très bien analysé par Maurice Bardèche dans Nuremberg ou la Terre promise, et même d'ailleurs un des présidents de l'ONU, je crois, des Nations Unies, l'a dit que ce monde a été élaboré pour qu'il n'y ait plus jamais ça, pour le plus jamais ça. Et c'est pour ça qu'on est dans un monde où on poursuit toutes sortes de discriminations et où on refuse totalement l'ordre naturel, puisque justement, le national-socialisme et qu'on dirait les fascismes en général sont des mouvements d'authentique droite. Or, qu'est-ce que la droite par rapport à la gauche? La droite, c'est pas plus de libéralisme et la gauche plus de socialisme, absolument pas. La droite, la vraie droite, c'est le respect de l'ordre naturel. C'est qu'on pose, il existe un ordre naturel indépassable, qui est le reflet d'un ordre transcendant. Or, la gauche, et j'en termine là, c'est exactement le contraire. La gauche dit non, il n'y a pas de nature humaine, l'être humain s'invente en permanence, il n'y a pas d'ordre naturel, parce que en fait, tout est dû à une évolution qui est aveugle, qui n'a pas d'objectif, qui n'a pas de but. Donc, vous pouvez, vous, aller au-delà de vous-même, vous pouvez vous mettre des implants, vous pouvez faire des chimères. Parce qu'on ne va pas seulement vers les implants, on va vers des gens qui voudront avoir des pattes de chat ou n'importe quoi, puisque de toute façon, il n'y a pas de nature humaine et vous vous inventez en permanence. Ah, ça va loin quand même, parce que quoi, les pattes de chat. J'ai vu qu'il y a déjà quelqu'un qui s'est fait, à force de chirurgie esthétique, donc qui a les yeux blancs, qui a des oreilles pointues, qui est un elfe, parce qu'il rêvait d'être un elfe. Donc on commence comme ça, mais quand on pourra, avec les CRISP, etc., faire des chimères, ça se fera. Moi, je vous dis que ça se fera. D'ailleurs, dans la loi française, ils viennent de faire adopter les chimères, enfin le droit à aller vers les chimères d'ailleurs. Je ne suis pas au courant encore, je ne suis pas au courant de tout, mais... Si, ils ont fait signer cette loi il n'y a pas longtemps d'ailleurs, c'est-à-dire le droit de coupler dans les recherches scientifiques pour les recherches scientifiques humaines et animales. Mais de toute façon... C'est écrit droit aux chimères. Droit aux chimères. Mais de toute façon, c'est pas étonnant. Il y a deux choses, moi, sur lesquelles je m'accroche. C'était au 19e siècle, l'abbé de Salinis avait dit « La logique des sociétés, c'est comme la logique de Dieu même. Un individu peut reculer devant les conséquences ultimes, la société, jamais. Elle va jusqu'au bout de sa logique. C'est pour ça que, regardez l'avortement, comment ça se passe. Au départ, on dit oui, c'est une loi temporaire, le temps que la contraception se mette bien en place, et puis c'est jusqu'à 10 semaines, par exemple. Et aujourd'hui, on est à 14 semaines, et puis on a supprimé maintenant l'entretien préliminaire, on le rembourse, etc. Ça va aller de plus en plus loin. Et donc, la société va jusqu'au bout. On a dit au départ, oh non, le Pax, c'est pas un mariage. Ah non, attention, on ne peut pas marier des gens de même sexe. Aujourd'hui, on est au mariage gay. Donc, la société elle va au bout de sa logique. Et ça, c'est ce que les gens ne comprennent pas. Souvent, j'entends des gens qui disent « Oh ben, vous comprenez, les homosexuels, ils ont le droit, c'est une sexualité comme les autres, mais vous comprenez, pas chez moi. Et puis c'est tout. Et puis il ne faut pas leur donner plus de droits. Mais à partir du moment où vous dites que l'homosexualité, c'est une sexualité comme une autre, mais pourquoi n'aurait-il pas le droit de se marier? Pourquoi n'aurait-il pas le droit d'adopter? Pourquoi n'aurait-il pas le droit à la GPA, à tout ce que vous voulez? Si c'est une sexualité comme une autre, ils ont tous les droits des hétérosexuels. Donc, à partir du moment où vous dites « Oh, mais non, c'est une sexualité comme une autre, mais enfin, j'en veux pas trop chez moi, c'est tout. » Mais ça va arriver chez toi, c'est tout. Et la deuxième chose à laquelle je m'accroche, c'est ce que disait Jacques Ellul dès les années 60 avec raison. Tout ce qui est possiblement technique, enfin, tout ce que l'on peut faire techniquement sera fait. Voilà. Tout ce qui est possible techniquement sera fait un jour ou l'autre. La technique ne s'arrête jamais. Il disait tous les moratoires, c'est de l'hypocrisie, c'est au début, mais les moratoires établissent des barrières qui seront renversées un jour ou l'autre. Et ça, c'est évident, on le voit, tout ce qui est techniquement possible est fait un jour ou l'autre. Alors, je voudrais revenir sur 2 points pour préciser. Une des premières. Alors, c'est un rabbin qui était anciennement trader, d'ailleurs, qui l'a dit lui-même, par honnêteté. Il a dit Hitler n'était pas un type mauvais, et c'était même un type bien, dans le sens que une des premières choses qu'il a fait quand il arrive au pouvoir,
c'est d'interdire la pornographie qui s'était installée avec la décadence post-Première Guerre mondiale en Allemagne, et d'interdire la pédopornographie. Ça, c'est une première chose. Il faut quand même préciser que tu parlais tout à l'heure de la vraie droite. Ce qui induit qu'aujourd'hui, quand on voit la droite française, ça n'a rien à voir avec la droite dont tu parles. C'est une gauche. Hein. Il faut être clair, la droite et la gauche d'aujourd'hui en France n'ont rien à voir avec la droite et la gauche telle que toi, tu en parles. Sur les époques passées notamment, il y a eu vraiment une chute et une transformation. Quoi, hein. Une espèce même d'homogénéisation dans la décadence, on a l'impression. Hein. Ah ben oui, la décadence va jusqu'au bout. Hein. Et alors, le troisième point, c'est que quand tu dis oui, ils vont jusqu'au bout, ça me fait penser au parallèle de Macron qui au départ dit on n'enverra pas de missiles en Ukraine, donc finalement il envoie des missiles, on n'enverra pas d'hommes au sol en Ukraine, et puis là on voit qu'il fait la bande-annonce de éventuellement ce qu'ils essaieraient de faire. Quoi. Donc ça va toujours, toujours jusqu'au bout, c'est mauvais signe pour la conséquence quand même. Parce qu'on le dit, de la défaite de ceux qui défendaient le travail famille-patrie, on voit aujourd'hui ce que ça donne, avec le bellicisme. Alors, et ça, j'ai envie d'avoir ton point de vue là-dessus, parce que tu sais qu'en ce moment, il y a ce qui préoccupe les gens un peu informés, c'est le couple Brigitte Macron et le président actuel. Et il y a une polémique sur l'orientation sexuelle de Brigitte Macron qui pourrait être un transgenre, qui pourrait être en fait Jean-Michel Trogneux. Je ne sais pas si tu as eu vent de ce... J'en ai eu vent, je n'ai pas étudié le dossier, donc je ne sais pas ce qu'il en est. Quoi. Alors, en mettant ça de côté, on sait quand même que Brigitte Macron était dans un cursus d'étudiante dans l'enseignement au niveau de mai 68. Parce que, en fait, tout à l'heure, je regardais ta date de naissance, j'ai vu 69. Moi, quand je vois 69, ça me fait penser à Woodstock. Et je me dis, bon, Woodstock, mai 68, c'est deux mouvements très parallèles au point de vue idéologique. Et c'est ces mouvements-là qui, prétendument, étaient contre la guerre au Vietnam, US Gome pour les Français, qui sont le plus va-t-en-guerre aujourd'hui, le plus pro-américain dans le libéralisme assez obscène qu'ils ont mis en place. On peut dire du néolibéralisme. Et quand je vois que Brigitte Macron est un peu un symbole de ce mai 68 quelque part, d'une certaine manière, avec tout ce que ça engendre, et que je me dis, elle a mis la main, ou il a mis la main sur Emmanuel Macron, je me dis, on voit bien que De Gaulle, la démolition contrôle, on dit Pétain induit De Gaulle induit mai 68, qui induit finalement dans le produit dérivé Macron, dans le jusque-boutisme. Donc on voit bien là le produit de la décadence française finalement, c'est-à-dire l'effondrement du nationalisme français, une espèce de voyoucratie résistante et des générations mai 68 tardes qui parachèvent le tout sous la coupe des judéo-protestants pour aller vers cette obscénité que Macron, que le couple présidentiel représente aujourd'hui quand même. Ah ben, moi, après, je ne connais pas l'histoire, je ne connais pas exactement qui est l'épouse ou l'époux d'Emmanuel Macron, mais de toute façon, regardez ces ministres homosexuels, regardez tout cela, c'est que on a, à mon avis, on a toujours les dirigeants que l'on mérite. Moi, ça, je l'ai toujours dit. Je sais qu'il y a des gens qui n'apprécient pas tellement, mais je dis qu'on a les dirigeants et l'opposition, eux, que l'on mérite. Quand on voit ce peuple français qui est totalement apathique et qui, finalement, par son apathie, cautionne, que ce soit activement ou passivement, quand il cautionne tout ça, quand aujourd'hui, il y a tous les maires, pratiquement, je pense à 99,99%, peuvent faire des mariages gays. Quand je vois qu'on avorte à tout va dans les hôpitaux, quand je vois tout cela, je me dis, mais de toute façon, comment voulez-vous qu'à la tête de l'État, il y ait des gens qui soient purs, droits, mais c'est pas possible. À partir du moment où le corps est pourri, la tête est forcément pourrie. Pour faire une nuance et pas faire d'amalgame, parce que je sais que quand tu raisonnes, tu parles d'un certain courant, c'est qu'il y a des homosexuels de qualité, mais ce n'est pas ces gens-là qui peuvent toucher le pouvoir. Ce qu'on voit, c'est les homosexuels d'un certain courant idéologique qui sont en fait ce qui est de plus obscène dans la poursuite en avant d'une certaine idéologie. Parce que des types comme Thierry Meyssan, qui sont homosexuels, ont quand même, par exemple, un point de vue d'exposer le 11 septembre, d'exposer les massacres à Gaza.
Donc on voit bien que c'est un peu comme les femmes. Au nom du féminisme, c'est les pires qui arrivent au du pouvoir, mais ce n'est pas les vraies femmes qui défendent le vrai féminisme, qui n'est pas du tout une ingérence lesbianique au système tel que le système définit le lesbianisme sans le dire, en fait. Bien sûr, quand on parle des homosexuels, on parle toujours de la minorité agissante, hein, qui après impose. Il est évident que moi, d'abord, je n'ai aucun mépris, je veux dire, a priori, pour tous les homosexuels. Je veux dire, il y en a que je combats parce qu'ils promeuvent une certaine image, une certaine idéologie. D'ailleurs, mais je les combats sur le plan idéologique. Je dirais pas tu es un sale pédé, ça c'est pas un argument, ça c'est rien du tout. Naturellement, tout comme d'ailleurs le féminisme. Enfin, je veux dire, dans le combat pour la femme, il y a des combats qui sont tout à fait honorables, et puis il y a des combats qui déraillent. D'ailleurs, j'avais lors d'une émission sur démocratie participative cité un journal féministe des années, je crois que c'était entre 1900 et 1905, où il disait, bah alors c'est un discours aujourd'hui qui sera intenable, les femmes féministes disaient il faut que les petites filles soient éduquées dans leur rôle de mère, et il faut d'abord qu'elles aient en première année d'école, je ne sais plus trop quoi, une poupée, ensuite qu'elles aient, pour être récompensées, le lit qui va avec, puis la garde-robe, etc., pour leur apprendre à être des vraies mamans. Et ça, c'était des femmes qui s'affichaient du courant féministe, mais d'un courant qui disait il faut respecter la femme en tant qu'elle est femme. Donc, c'est pareil, quand on parle du féminisme, il faut toujours faire très, très attention. Il y a toujours le mouvement droit, et puis il y a le mouvement qui déraille. Alors, pour faire aussi dans pour les gens qui ne connaîtraient pas Vincent Renoir ou qui ne me connaîtraient pas, je vais quand même faire une nuance, c'est que tout à l'heure on en parlait, moi je disais, bon, j'ai un héritage familial fasciste dont j'ai pas honte, contrairement à ce que le système essaye de faire, les gens essaient de faire culpabiliser pour ça. On en a parlé tout à l'heure, hein, il vaut mieux être du côté de ceux qui sortent de la dette que ceux qui s'y soumettent. Et on voit ce que ça donne aujourd'hui. Mais c'est vrai que quand moi j'écoute les discours de Mussolini, je ne suis pas porté, je trouve ça un peu barbant. Et de même, je ne cautionne pas la violence de la suprématie un peu nordique que porte Adolf Hitler. Et je crois que tu es pareil, il n'y a pas chez toi cette apologie de la violence qu'on peut voir, qu'il faut quand même reconnaître. Les nationaux-socialistes et les fascistes, pour moi, sont quand même aussi un peu une voyoucratie en amont des autres. Simplement, les autres sont une voyoucratie sous-jacente qui se sont fait passer pour ce qu'ils n'étaient pas afin de remplacer économiquement l'ordre d'avant. Voilà. En fait, le problème, c'est ça, c'est que, et je le répète très souvent, on confond national-socialisme et hitlérisme. Et je le dis toujours, l'hitlérisme est une expression du national-socialisme à une époque donnée, dans un pays donné, pour résoudre des problèmes donnés. Hitler a créé le Parti national-socialiste allemand, enfin, il l'a créé, c'est pas lui qui l'a créé vraiment, mais enfin, il était avec d'autres. Mais il faut savoir que le premier parti national-socialiste a été créé en France en 1903. Il s'appelait vraiment le Parti national-socialiste. Il n'a pas eu de succès, il n'a pas survécu d'ailleurs à la Première Guerre mondiale, mais c'est dans un livre très intéressant de Paul Bietri qui s'appelle « Le socialisme et les jaunes ». Et il explique comment, avec ses amis, ils ont créé le Parti national-socialiste. Il faut savoir que le national-socialisme, si vous le considérez comme en tant que corpus idéologique, il repose sur 4 piliers. D'abord, 1, la primauté du bien commun sur les biens particuliers, donc la communauté avant ses intérêts personnels. 2, la justice sociale. 3, la préservation de la nation. Et 4, la préservation de l'intégrité de la race. Mais attention, ça ne veut pas dire du tout une haine pour les autres races, ça veut dire la préservation d'une intégrité, ne pas organiser un métissage généralisé. Mais il est bien évident que, notamment quand on a des empires, il y a toujours aux marges des empires, dans les capitales, un métissage aux marges, et qui n'est absolument pas condamnable ni mauvais d'ailleurs. Bon, ça c'est le national-socialisme en tant que corpus idéologique atemporel. Il s'est trouvé que la seule expression, la seule incarnation du national-socialisme a eu lieu en Allemagne, à partir des années 20. C'était un pays qui avait ses problèmes à résoudre et qui aussi avait besoin
d'une unité, parce que l'Allemagne, justement, il était éclaté en plein d'États différents. Or, pour Adolf Hitler, il y avait, je crois, trois éléments susceptibles de faire une unité des Allemands. Il y avait le principe de la race, justement, l'opposition au traité de Versailles et l'opposition à la juiverie. Voilà. Mais ça, c'est circonstanciel, en fait. C'est circonstanciel à l'Allemagne, parce que l'Allemagne avait certains problèmes à résoudre. En plus, je peux vous dire que j'ai lu énormément de propos d'Hitler prononcés en privé ou lors de réunions qui n'étaient pas destinées à être rendues publiques. Je peux vous dire que tous ces problèmes d'arianisme, de pureté raciale, etc. Bon, Hitler était pour la défense de la race, c'est absolument certain, mais il y avait certains débordements sur l'arianisme au Tibet, tout ça. Hitler, ça lui passait complètement au-dessus, et à la limite, il s'en moquait. Par exemple, on dit que le livre d'Alfred Rosenberg, Le mythe du XXe siècle, était le livre idéologique du national-socialisme. Ben, un jour, Hitler en a parlé dans un cercle d'amis, et quand on lui a dit, mais alors qu'est-ce que vous en pensez de ce livre, Hitler a dit, oh, moi j'ai rien compris à ce bouquin. Ben, je veux dire, est-ce que ça veut dire que le cœur profond du national-socialisme, au point de vue ésotérique et occulte, ne vient pas d'Adolf Hitler? Ah, absolument pas d'Adolf Hitler, ah non. Alors, il y avait des mouvements, il y avait notamment Himmler, puis il y avait la Nennerbe, c'était l'héritage des ancêtres, d'ailleurs, dont le président a été pendu à la fin de la guerre, au terme d'un procès qui, à mon avis, était très injuste. Mais enfin, citez-moi un procès de fin de guerre qui a été juste. Mais, non, ça vient absolument pas d'Hitler. Et surtout, là, moi, c'est ce que j'appelle le principe de la loupe. C'est-à-dire que l'on grossit démesurément ce qui étaient des aspects tout à fait marginaux du national-socialisme en Allemagne. C'est ça. C'est un peu comme, si vous voulez, si aujourd'hui, j'allais filmer 4 accidents de la route avec des voitures, que j'allais au fin fond de l'Amazonie et je disais aux Indiens, ben regardez, les Blancs, ils ont inventé un truc pour massacrer les populations, c'est les voitures, elles se rentrent dedans et les gens meurent. Vous voyez, c'est à ça que jouent les Européens. Ils diraient, mais c'est complètement fou. Mais en fait, non, c'est que je montre quelques accidents de la route, mais je ne montre pas les millions de voitures qui, tous les jours, roulent sans accident. Et bien là, c'est pareil. Vous pouvez toujours grossir un phénomène. Et le phénomène, je dirais, de tout ce qui est l'occultisme, l'ésotérisme, qui comptait pour epsilon dans l'Allemagne nationale-socialiste, aujourd'hui, on a tendance à le grossir, à imaginer qu'Hitler faisait des... J'ai lu ça, Hitler et la sorcellerie. On nous présente Hitler faisant des rites sataniques, etc. Mais c'est complètement faux, ça. Alors, je connais le personnage par rapport à toutes ces conversations. Il en rigolait de tout ça. D'accord. Et alors, une chose, est-ce que tu es d'accord pour dire que le judaïsme propose toujours une copie mimétique chez les Goïs et qu'il y avait effectivement, au régime d'Adolf Hitler, des juifs qui correspondaient, comme des juifs qui correspondaient au fascisme? Et que de la même manière, ça a suivi le courant dans les changements. Ah, des juifs qui auraient été pas hostiles à Hitler? Non, mais c'est-à-dire que moi, j'ai toujours vu les juifs comme un peuple mimétique. Vous avez des juifs de droite, des juifs de gauche, mais c'est Israël, ils travaillent pour Israël, mais en fait, ils s'accolent à chaque mouvement. C'est-à-dire qu'à chaque coup que les Goïs proposent quelque chose, y compris le national-socialisme, eh bien, il y a des juifs qui y correspondent. Moi, je pense que oui, parce que je pense que c'est général. D'ailleurs, il n'y a pas que les juifs. Par exemple, l'Église s'est accommodée d'énormément de régimes. Alors là, pour moi, ce serait difficile à répondre, mais je pense qu'en effet, oui, dans les juifs, il y a des gens qui s'accommodent de choses très très différentes. Par exemple, il y a eu des juifs bolcheviques, des juifs très anti-bolcheviques, des juifs anticapitalistes, des juifs capitalistes. Donc je pense qu'en effet, dans la plupart des régimes, il y aura toujours une fraction de juifs qui pourra se fondre ou soutenir, si c'était le sens de ta question.
Je dis ça pour qu'on comprenne bien ton rapport au monde juif, pour les gens qui te traiteraient d'anti-juif, parce que je n'utilise pas le terme antisémite qui ne veut rien dire, qui est bateau, mais quand les gens parlent d'antisémitisme, en fait, il faut être honnête, ils parlent d'anti-judaïsme. Voilà, Tout à fait. le simplifier comme ça. Mais par exemple, moi j'ai l'impression que la voyoucratie de gauche a accouché de gens comme mimétiques, comme Bernard-Henri Lévy ou comme Attali, mais qui n'en ont rien à foutre de la France ni de la gauche, mais qui la trollent au profit d'Israël, en manipulant l'idiotie un peu des goyim. On va raisonner de leur point de vue. Quand Bernard-Henri Lévy pousse les Français à des guerres, il n'en a rien à foutre lui-même. C'est que c'est bon pour Israël. Il l'a dit lui-même. Là, moi, je ne dirais rien. D'accord. Je dis ça, je n'ai pas fini ma démonstration. Ah, pardon. C'est qu'à droite, vous avez des juifs qui correspondent par mimétisme à la droite et à la gauche. Donc vous avez pour la gauche des types comme Attali, des types comme Bernard Lévy, puis après vous avez des types comme Finkielkraut, qui sont quand même le pendant mimétique de la voyoucratie et de la médiocrité française pour moi. Il n'y a pas de problème. Mais Bernard-Henri Lévy, il a une sœur. Et cette sœur, elle n'est pas du tout au niveau de la médiocrité de Bernard-Henri Lévy, dans le point de vue humain, on va dire. Cohn-Bendit, qui a fait l'apologie de la pédocriminalité à l'époque de mai 68, il a un frère, qui est quand même d'un autre niveau. Jean-Gabriel. Alors, Sacha Baron Cohen, pareil, pour parler des États-Unis, il a un frère, c'est un scientifique, et qui est quand même d'un plus haut niveau. Et évidemment, quand on vit dans des modèles voyoucrates, on ne voit que les juifs qui attirent justement l'anti-judaïsme par leur comportement. Mais on ne voit pas les juifs qui correspondraient plus à des goïs honnêtes. C'est ça que je veux dire. Est-ce que tu es d'accord avec ces nuances-là? Ah, tout à fait. Montrer que ce n'est pas une question d'anti-judaïsme, c'est de rapport au monde et de rapport à l'humain, dans le rapport de l'humain. Ah, exactement. Moi, j'ai toujours dit, le peuple juif, si tant est, on peut parler d'un peuple juif, mais moi j'en parle, est composé de gens très divers, très divers, allant, comme dans tous les peuples, du pire voyou à la personne tout à fait honnête et respectable. Ça peut choquer ce que je dis. Mais par exemple, il y avait dans les années, à partir des années 1900, ce qu'on appelait l'Alliance contre la dépopulation française. Donc c'était une alliance pour réactiver, parce que la France se dépeuplait ou avait une population stable. Eh bien, un des principaux donateurs de cette alliance, qui était vraiment pour raviver la France, ben, c'était le baron de Rothschild. Alors, on peut dire ce qu'on veut, mais enfin, et ça n'a jamais été su, ça n'a été su qu'à sa mort. À sa mort, moi j'ai lu le discours qui a dit, ben voilà, il est mort, mais c'était un donateur depuis très longtemps. Bon, il y a dans le peuple juif, à mon avis, des gens tout à fait honorables et qui ne suivent pas du tout, qui ne s'orientent pas du tout vers ce que tu appelles la voyoucratie. Et regardez même en Israël, il y a des Israéliens qui sont ardents défenseurs des droits des Palestiniens. On peut le dire. C'est pas la majorité. C'est pas la majorité. C'est pas la majorité. Mais il y en a. C'est ça c'est pour ça que moi, personnellement, je me considère comme judéo-indifférent. Je m'en moque. Je ne jette pas l'opprobre sur tous les juifs. J'en ai eu suffisamment face à moi. Je sais de quoi ils sont capables dans leurs associations, dans certaines de leurs associations. Donc, ce n'est pas du tout une concession que je fais, mais je sais toujours faire la nuance et rester dans la voie du milieu et ne pas partir dans des jugements qui sont faux parce qu'ils sont trop généraux. Parce que, bon, après, je sais que le sujet juif, c'est pas le sujet de la vidéo, c'est pas le sujet juif, mais on peut en parler un peu. C'est vrai qu'il y a deux types de judaïsme. Il y a un judaïsme voyoucrate qui dit qu'il faut faire le plus de mal possible pour accélérer leur plan d'acquisition de territoire sur le conflit là, en Asie mineure qu'on voit en ce moment. Et puis, donc pour eux, plus on s'insère dans les affaires des goïs pour dynamiter les cultures, plus on fait le mal et plus on accélère notre projet. Et puis il y a des juifs, je crois, plus dans le côté orthodoxe juif, qui disent on est la partie des juifs qui ne nous insérons pas dans la vie des goïs et en fait arrivera ce qui arrivera. C'est-à-dire que si les goïs par décadence font que le matérialisme juif renaît à un endroit
type d'Israël, eh bien, ça sera comme ça. Si par contre ils se reprennent spirituellement, eh bien, le judaïsme sera dispersé. Il y a deux types de judaïsme qui ne sont pas tout à fait sur le même point. Et en général, ce qu'on voit, c'est la voyoucratie de l'obscénité de ceux qui s'engagent justement dans la démolition contrôlée des autres cultures de manière zélée, quoi. Des types comme Bernard Lévy, la famille des Rothschild est très connue pour s'investir dans ces démolitions contrôlées et de les accélérer. Voilà. Bon, c'est une nuance comme ça. Ah, ça a coupé. Là, j'entends plus, là, ça a dû couper. Tu m'entends plus? Tu m'entends? Oui. Ah, voilà. Je disais, il y a une branche qui ne veut pas s'insérer dans les affaires des goïs, et puis il y a une branche qui veut s'insérer dans les affaires des goïs pour accélérer la chute. Voilà. Et c'est eux qui attirent l'anti-judaïsme en général. Ce pas les premiers qui sont, je crois, des juifs orthodoxes plus généralement. Je ne veux pas dire de bêtises. Hein, mais, voilà. Mais de toute façon, on dit bien qu'un coup de fusil fait plus de bruit que 10 000 sifflets de locomotive. Oui. J'aime bien ce proverbe. C'est qu'on a toujours tendance à voir notre ennemi et à le grossir. On dit toujours, on décrit le loup toujours plus gros qu'il n'est, et on ne voit pas tous les autres qui sont tout à fait banals, qui ont des travaux banals, qui ne s'immiscent dans rien, qui veulent juste mener leur vie. Vous savez, j'ai vu par exemple beaucoup de photos du pogrom à Lvov en 1941. Les Juifs qui étaient compromis avec le NKVD, il y en avait naturellement, ils avaient fui, ils avaient fui avec les bolcheviks, ce qui fait que les Juifs sur lesquels les gens sont tombés, quand on les voit, quand on voit ces gens qui ont été regroupés, dont certains sont blessés, qui ont été frappés, vous voyez un pauvre rabbin orthodoxe qui ne comprend sûrement pas ce qui lui arrive. Vous voyez des pauvres gens, genre le petit tailleur du coin, le petit commerçant du coin, qui eux ne faisaient sûrement pas de politique, qui étaient là, et qui soudainement, eux n'ont pas songé à fuir en disant on n'est pas compromis, nous, dans ces affaires. C'est tombé sur eux. Donc, voyez-vous, il y a de tout dans un peuple. Mais on a toujours tendance, c'est comme un peu nos adversaires qui disent il n'y a qu'une sorte de nazis entre guillemets. Hein. Donc, ils sont tous comme ça. Il n'y a qu'une sorte de gens d'extrême droite. Ils sont tous comme... Mais non, c'est pas vrai. Pénétrer dans les mouvements de l'extrême droite, de l'ultra-droite, comme on dira. Mais il y a plein de gens qui sont très très différents. Ça va des catholiques traditionnalistes aux néo-païens, ça va des nationaux-socialistes aux monarchistes, des tas de gens qui sont si différents. Et même le peuple français, aller en Normandie, aller dans le nord et aller dans le sud, c'est pas les mêmes genres de gens. La vie est si complexe qu'il ne faut pas la simplifier. Alors, j'ai envie de revenir un peu sur le corps de la vidéo, qui était de dire ceux qui disent que le Great Reset, c'est la résurgence de l'Allemagne d'Adolf Hitler. Je vais prendre les arguments qu'ils prennent. Parce que c'est vrai qu'il y a ambiguïté sur certains points qui pourraient prêter amalgame. C'est que, malheureusement, il y a beaucoup d'Allemands après-guerre qui faisaient partie de l'appareil d'État allemand, qui se sont mis au service de leur... On peut prendre Klaus Barbie, qui a tenu les filières du Gladio anticommuniste au service des Américains, après-guerre, par exemple. Bien sûr. Donc, effectivement, il y a des Allemands qui ne tenaient pas leurs préceptes idéologiques et qui se sont soumis à la logique de l'adversaire. Et donc, ces gens-là, on peut retrouver par ramification qu'ils ont participé à faire grossir le Moloch d'après-guerre. Ah, bien sûr. Il y a des Allemands, de toute façon, qui se sont dit l'URSS est un tel danger, enfin le bolchevisme est un tel danger, que maintenant que le national-socialisme n'est plus là, à tout casser, à tout choisir, je choisis le côté américain, et qui se sont mis volontairement du côté américain et qui ont vraiment lutté pour les Américains, bien sûr. Volontairement ou pour sauver leur peau. On peut parler d'Eric Straub à l'île Plum Island, qui est un laboratoire de bioterrorisme. C'est-à-dire qu'ils ont récupéré les scientifiques de l'Allemagne pour faire grossir C'est-à-dire qu'ils ont récupéré le fruit du complexe scientifique allemand pour faire grossir le leur. Et c'est pour ça qu'il y a un amalgame aujourd'hui et que certains pensent que c'est l'Allemagne d'Adolf Hitler qui est toujours au pouvoir. Et non. C'est hérité des gens qui ont été travaillés pour leurs ennemis. Bien sûr, bien sûr. C'est des gens qui se disant on a perdu, maintenant il y a deux camps URSS, Amérique, on se met du côté américain, mais c'est tout à fait accidentel. Alors, oui, Werner von Braun, par exemple, pour la NASA. Von Braun, bien sûr. L'exemple type, quoi.
Alors, il y en a quelques-uns qui ont réussi à ne pas se mettre, peut-être qu'ils ont atterri en Argentine pour certains, et qui ont réussi à éviter de se soumettre à leurs ennemis, quoi. Bien Parce sûr. que moi, ce qui m'a toujours choqué chez les Allemands, c'est la bêtise de ne pas avoir compris que leurs véritables adversaires, c'était les Anglo-Saxons, et pas tant les Russes que ça. Moi, j'ai toujours pensé que on avait fait croire à Adolf Hitler que les Russes allaient envahir, allaient attaquer, et que c'est pour ça qu'il a fait l'erreur d'aller en Russie. Mais peut-être que je me trompe parce que je ne suis pas cultivé, hein. Non, non, là-dessus, ton intuition est bonne. C'est-à-dire que il y avait des rapports des services de renseignement allemands qui prouvaient ou qui affirmaient des concentrations de troupes très inquiétantes. Et puis, il faut savoir que depuis 1940, la Russie avait avancé ses pions dans les États baltes, donc la moitié de la Pologne, et ça, Ribbentrop, avant d'être pendu, l'a très bien expliqué dans ses mémoires, puisque c'était le ministre des Affaires étrangères, que depuis 1940, Staline avançait ses pions, et Hitler n'aimait pas ça du tout. Et puis il y avait une autre chose qu'on dit très rarement, c'est que Hitler, dès l'hiver 40, a dit « Si l'Angleterre n'a pas abandonné, alors qu'elle n'est plus que seule, c'est qu'il doit déjà y avoir dans notre dos des conversations entre les Russes et les Anglais. » Et Hitler disait donc « Attention, sinon l'Angleterre aurait abandonné. » Donc il va y avoir, et ça il disait ça dès 1940, et c'est pour ça que dès décembre 40, et c'est pour ça qu'à partir de décembre 40, il a dit attention à l'URSS, attention, il a préparé. Et quand les services allemands lui ont dit il y a des concentrations de troupes, il s'est dit on ne peut pas se laisser surprendre, ce serait fatal. Donc il a utilisé la méthode napoléonienne, guerre préventive. Mais il a bien dit à Ribbentrop, on enfonce une porte, mais on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Il ne croyait pas forcément qu'il allait vaincre tout de suite. Alors, les premières semaines ont été après des semaines de victoire, où il a été très... Mais au départ, il avait très peur. Il disait, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Ça a été, je pense, une erreur. D'ailleurs, Göring ne voulait pas. Il disait, non, 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 il ne faut pas faire la guerre à l'URSS. Mais il était à San Remo en vacances quand ça s'est passé, donc il n'a pas pu éviter cela. Mais il faut savoir que il y avait quand même des faits, des informations qui étaient très inquiétantes. Et donc là, Hitler a dit « Je décide la guerre préventive ». Parce qu'on peut penser que peut-être la République de Weimar, où le communisme était à coquiner avec cette décadence, a suscité chez Adolf Hitler une colère et une méfiance extrêmement importante du communisme, en fait, dans son influence sur les populations. Bien sûr. Il faut savoir quand même que lorsque les nationaux-socialistes combattaient pour le pouvoir, il y avait à l'époque 6 millions de communistes en Allemagne, ils avaient des troupes de choc comme les nationaux-socialistes, hein. Ils en avaient même plus d'ailleurs, et dans une vidéo, j'ai montré les statistiques de mortalité des dirigeants, enfin des militants nationaux-socialistes tués par des communistes. Il y en avait beaucoup. Et le soir du défilé de la victoire, il y a encore eu un assassinat d'un dirigeant local national-socialiste par des communistes. Hein. Ça, on l'oublie toujours, ça. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y avait une lutte politique seulement comme ça, à coups de mots, mais pas du tout. Pas du tout. Encore une fois, j'ai expliqué ça dans une vidéo. Début 1933, même fin 1932, il y avait des morts tous les week-ends dans des bagarres. Il y avait des fois même des réunions nationales-socialistes qui étaient attaquées par des rouges. Et lorsque les nationaux-socialistes sont arrivés au pouvoir, les communistes ont lancé des appels à la grève générale. Et les morts dans des bagarres ont continué. Ça, c'est totalement occulté aujourd'hui. Et je termine juste, je l'ai expliqué dans une brochure qui s'appelait « Pourquoi Hitler a-t-il ouvert les camps de concentration ?» Et de la même manière, on oublie de préciser que c'est quand l'Allemagne, enfin peut-être me confirmer, puisque tu es un spécialiste de l'histoire du national-socialisme, on oublie de préciser, c'est que
quand l'Allemagne a réussi économiquement à se sortir de la dette, c'est à ce moment-là que la communauté juive internationale leur a déclaré la guerre au point de vue international et a commencé à assassiner des éléments du nationaux-socialistes. Alors, la déclaration de guerre à l'Allemagne a eu lieu en mars 1933. On ne peut pas dire que déjà l'Allemagne s'était sortie de la crise. En fait, la dynamique a été autre, à mon humble avis, pour avoir bien étudié les documents. Quand Hitler est arrivé au pouvoir, très peu de gens ont cru en lui, à l'extérieur, et même d'ailleurs en Allemagne, beaucoup de gens espéraient, mais craignaient que ça se passe mal. À l'extérieur, très peu de gens ont cru en lui. Tout le monde a cru il faut savoir qu'il y avait déjà une trentaine de gouvernements qui avaient chuté les années précédentes. Donc on se disait, Hitler va être balayé comme les autres. Et il rentrera il va être oublié, il rentrera dans l'anonymat et ce sera fini du national-socialisme. Donc, beaucoup de gens croyaient que ça ne marcherait pas. Parce qu'ils disaient, de toute façon, ils n'ont aucun technicien. C'est une rencontre entre des gens, des nationaux qui sont contre Versailles, mais enfin bref. Donc, ils vont se casser la figure. Et les Juifs ont fait un calcul, enfin, je parle des associations juives, hein, naturellement, notamment en Amérique, le Congrès juif mondial, a fait un calcul en disant, si on lui déclare la guerre économique et qu'il s'effondre, pour nous, ce sera une superbe victoire. On va dire, vous voyez, nous sommes assez forts pour miner et détruire les antisémites. On va décourager tous les antisémites en disant, voilà, le roi de l'antisémitisme, Adolf Hitler, on lui a déclaré la guerre économique, on a décidé le boycott de l'Allemagne, il s'est écrasé, il s'est effondré. Je ne coupe pas le raisonnement, mais je fais une parenthèse quand même pour éviter que les gens fassent une confusion. C'est que ce que tu donc appelles les antisémites, c'est que quand même dans la République de Weimar, sur la décadence collective, la pornographie, les médias étaient vraiment véhiculés par des tenants de la communauté juive, dont je te disais tout à l'heure que c'était le mimétisme voyoucrate sur la décadence. C'est-à-dire que l'Allemagne, après la Première Guerre mondiale, a été dépecée dans sa décadence par beaucoup d'éléments, notamment de la communauté juive, et que la réaction anti-juive des Allemands s'explique par le comportement des Juifs contre la culture allemande sous l'effet de cette décadence, à cause de la dette imposée par les pays soi-disant vainqueurs de la Première Guerre mondiale. Je ferme la parenthèse. Je l'ai exposé dans un livre qui s'appelle « Pourquoi Hitler était antisémite ». Un livre qui vient d'être réimprimé d'ailleurs, où j'expose très bien que l'antisémitisme d'Adolf Hitler n'était pas irrationnel. Il s'appuyait sur des éléments factuels qui d'ailleurs étaient même exposés par des juifs. Hein. Et il faut savoir que dans l'Allemagne des années 19 à 21, tous les soubresauts révolutionnaires, qui étaient des soubresauts bolcheviques, avaient pour cause une agitation bolchevique dans laquelle il y avait énormément de juifs. Hein, il y avait Rosa Luxembourg, notamment, mais c'est une personnalité mythique, mais il y en avait plein d'autres, les Toller, etc. Donc, pour la majorité des Allemands, le bolchevisme était synonyme de juiverie. Voilà. Alors, c'était une image un peu caricaturale, bien sûr que oui, mais c'était vrai. Et puis, notamment, la mention de Rosa Luxembourg va pas faire plaisir à Francis Cousin, mais bon, c'est pas grave. Non, mais moi, je ne juge pas la personne, mais je dis qu'elle est devenue emblématique. C'était une juive de Pologne qui était venue en Allemagne et qui a participé à l'agitation bolchevique. Et alors, j'ai cité les ouvrages d'un militaire français qui était observateur en Allemagne dans les années 20, ce qui était Ambroise Gott. Et Ambroise Gott a écrit 2 livres justement sur Weimar et la Révolution, et il le dit lui-même, je le cite dans mon livre sur pourquoi Hitler était antisémite. Ambroise Gott a dit que l'élément juif dans tous les troubles et dans tout ce qui était pièces vulgaire, pièces décadentes, littérature décadente, peinture décadente, il dit que l'élément juif était présent. Et ce qui est indéniable, c'est un fait.
Hein. Et C'est un les fait. gens peuvent le constater aujourd'hui, parce que la même période de décadence est en train d'arriver. Et on voit par exemple que les industries de la pornographie aux États-Unis sont tenues en grande partie par des éléments les moins valorisables de la communauté juive. Voilà. C'est possible. Moi, je suis spécialiste du passé. Je ne peux pas Ah, mais m'occuper de tout, mais... c'est une étude de David Duke Ah, euh, David Duke, ok. qu'il a exposé avec les noms, avec les éléments. C'est l'industrie de la pornographie, les juifs aux États-Unis. Voilà. D'accord. Avec Ben, avec une intention de dégrader les mœurs, c'est-à-dire que c'est fait exprès pour dégrader les mœurs des goïs. Hein. Attention. Donc c'est bien des éléments les moins recommandables de certaines branches de la communauté juive. Voilà. donc, en tous les cas, ce qui est sûr, voilà, c'est que sous Weimar, il y a eu tout cela. Et c'est pour ça qu'il y a eu une réaction anti-juive. Voilà. Et alors, donc, quand Hitler est arrivé au pouvoir et qu'il a manifesté son anti-judaïsme, les juifs se sont dit, enfin les juifs du Congrès juif mondial en Amérique, naturellement, c'était pas tous les juifs, mais se sont dit, on va lui déclarer la guerre, on va le boycotter, et quand il va s'effondrer, on dira, voilà, nous sommes plus puissants que tous ces gens-là. Hein, alors, arrêtez de véhiculer l'antisémitisme, on sera capable de vous arrêter. Et c'était ça leur raisonnement. Et voilà pourquoi ils ont déclaré la guerre dès le 24 mars 1933. Et surtout, on cite souvent l'article paru dans le Daily Express, je crois. Mais ce n'était pas qu'un article. Il y a eu un comité mondial du boycott. Et chaque année, il y avait une réunion et ils étaient très fiers, les gens de ce comité mondial du boycott, de dire, regardez, tant de millions de contrats ont été rompus avec l'Allemagne. Ils ont assassiné des gens aussi. Hein. Alors oui, il y a eu, bon, oui. Moi je dirais que les assassinats auraient pu être bien pires. Il y en a, personnellement, je trouve qu'il n'y en a pas eu tant que ça. Alors je vais choquer en disant cela, hein, mais bon, il y a eu Von Rath, il y a eu en Suisse, bon, mais pour moi ça pas. Bon, il y a eu l'incident du Bremen en 1935 où des manifestants communistes, mais en fait c'était des juifs dans la majorité, ont pris d'assaut un paquebot allemand et ont déchiré le drapeau et l'ont jeté à l'eau. Bon, d'ailleurs, il faut savoir que celui qui protégeait l'entrée du paquebot, c'était un juif qui a été molesté par ses coreligionnaires parce qu'il a fait son boulot, il a voulu les empêcher. Bon, enfin ça, ce sont des petites anecdotes. Mais surtout, ce qui est important, c'est que voilà, il y a eu un comité du boycott et ça a naturellement renforcé l'antisémitisme. Alors après, et là, c'est là que tu as raison, il y a eu le fameux assassinat de Von Rath à Paris par un juif polonais qui a agi tout seul d'ailleurs. Hein, Greenspan, il a agi tout seul. Mais il est évident que ça a été très très exploité par Goebbels. Alors, ce qui est carrément fou, c'est qu'aujourd'hui on dit « Oh ben voilà, les Allemands, ils ont exploité ça ». Mais qu'est-ce que vous auriez fait, vous, si on tuait dans un pays quelconque un conseiller d'ambassade français? Vous diriez « Oh bah oui, il faut les comprendre ». Quand même, là, il y avait... Il y a qu'à voir par rapport à la Russie aujourd'hui comment se comportent les médias dans l'exploitation de fausses informations d'ailleurs. Oui, en plus, c'est ça qui est fou. C'est que en plus, il faut savoir que quand Greenspan assassine ce conseiller d'ambassade à Paris, c'était une action complètement folle. Dans le contexte de l'époque, dans ce contexte de tension, etc., c'était un acte fou qu'il aurait fallu désapprouver, même de la part des communautés juives. Il aurait fallu dire non, attendez, on n'approuve surtout pas cet acte-là, même si ça avait été un peu hypocrite, c'eût été une façon de désamorcer. Or, tout de suite, ils se sont mis à défendre Greenspan, etc. C'était un très très mauvais calcul. Et puis surtout après, ce qui a raidi encore l'antijudaïsme allemand, c'est en mai 1941 la publication du livre de Kaufmann, Germany Must Perish, donc l'Allemagne doit périr, un livre dans lequel il dit à la fin de la guerre on va démembrer l'Allemagne, elle va totalement disparaître. Il publie une carte
où on voit l'Allemagne qui a disparu de l'Europe, et il dit on va faire disparaître la race allemande par stérilisation. Il donne un plan de stérilisation, il explique on va stériliser toutes les femmes de moins de 45 ans, tous les hommes de moins de 60 ans, et puis, à raison de 2% de disparition par an, eh bien, en 2 générations, la race allemande aura disparu. Publier un tel livre, Ça a coupé, ça a coupé. 31, c'était une folie, c'était une folie. Ça a coupé. Publier un tel livre? Publier un tel livre en 1941, mais c'était une folie. Je veux dire, c'est trop facile aujourd'hui de dire « Oh, ben, il avait le droit de s'exprimer, puis de toute façon, il avait le droit d'exprimer sa colère contre les Allemands. » Mais moi, je suis désolé. Si ce n'était pas un appel au meurtre, un appel à la haine, aujourd'hui, un Kaufmann en France serait devant les tribunaux pour appel à la haine, pour appel au meurtre. Or non, là, ça, non, c'était bien. Vincent, question. Est-ce que tu trouves pertinent de comparer le comportement occidental contre la Russie dans la propagande des médias à ce qui s'est passé contre l'Allemagne d'Adolf Hitler à l'époque? Ah, oui, je dis que c'est toujours la même méthode. Que ce soit, bon, moi je suis loin d'avoir tout étudié, mais j'ai étudié donc les causes de la Seconde Guerre mondiale, j'ai étudié en profondeur les causes des guerres du Golfe, et je regarde de loin cette fois, mais ce qui se passe en Russie. C'est toujours la même technique. Elle consiste à multiplier les provocations jusqu'à ce que celui qui est provoqué réagisse. Et à ce moment-là, on le présente comme l'agresseur. Et ça, c'est toujours, ça a été fait. Alors là, je prépare d'ailleurs un article qui paraîtra bientôt sur ma chaîne Gab et sur mon blog, où je vais répéter ce qui s'est passé en août et septembre 1939. Il y avait ce différend germano-polonais qui avait dégénéré en violence, puisqu'il y avait quand même des dizaines de milliers d'Allemands qui quittaient la Pologne sous l'effet des persécutions. Bon, alors, on me dira qu'il y avait des Polonais qui quittaient l'Allemagne aussi. D'accord, mais bref. Donc, le différend était devenu très, très violent. Et le 30 août 1939, Hitler propose 16 propositions donc raisonnables et conciliantes pour solder ce différend, pour le résoudre diplomatiquement. Bien, mais il disait il faut qu'un Polonais vienne, un plénipotentiaire vienne avant le 30 août minuit. La Pologne n'a dépêché personne, enfin, conseillé par l'Angleterre qui de toute façon avait signé un pacte d'assistance mutuelle automatique avec la Pologne s'est dit nous, on ne discute pas avec l'Allemagne. Bon, tout ça, je l'ai étudié, j'en ai déjà parlé, mais j'en reparlerai dans cet article. Eh bien, ensuite, lorsque le 1er septembre, Hitler, voyant que la Pologne refusait toute discussion, se murait dans son refus, Hitler envahit la Pologne, Mussolini va intervenir en disant il y a peut-être encore un moyen de sauver la paix, je propose un nouveau Munich, une nouvelle réunion avec donc la France, l'Italie, l'Allemagne, l'Angleterre, pour essayer de résoudre politiquement et faire revenir la paix. Et lorsque l'Angleterre apprend cela, elle dit ah, on ne peut pas dire non, parce que nous, les démocraties, on doit toujours être pour la paix. Mais on va imposer qu'il y ait que la Pologne soit invitée et qu'il y ait un cessez-le-feu. Et Chamberlain dit, ça, ce ne sera jamais accepté par Hitler et ça va faire échouer la conférence. Manque de chance entre guillemets, Hitler accepte. Il dit OK. Et qu'est-ce que fait l'Angleterre à ce moment-là? Voyant que Hitler a accepté, elle formule une deuxième exigence. Elle dit non, les troupes allemandes doivent se retirer de Pologne. Ce qui était absolument contraire au droit international, puisque le droit international prévoyait toujours qu'en cas d'armistice, en cas de suspension des armes, les deux armées restaient sur leur position. Ce qui était tout à fait normal. Sinon, le vainqueur dirait, ben non, moi je ne signe pas d'armistice, je vais jusqu'au bout. Et donc, elle impose cette deuxième
conditions de façon à ce que Hitler dise non. Mais là, c'est même Mussolini qui dit mais non, je ne peux pas proposer ça à Hitler. Alors, et après, oui. elles se disent ben voilà, il y a eu l'agresseur, c'est l'Allemagne. Et donc, puis nous, mais nous, on prend les armes, mais parce qu'on a été contraints et forcés. Donc il y a toujours la diplomatie par devant et la diplomatie par derrière. Donc, ça a été pareil, je ne leur expliquerai pas, mais avec Saddam Hussein, une provocation koweïtienne qui baisse le prix du pétrole, etc. Bon, je vous raconte pas. Et je soupçonne qu'en Russie, avec le Donbass et tout ça, ce soit la même chose. Exactement. Je demanderai aux auditeurs justement de comparer avec la situation en Ukraine pour voir les ressemblances. C'est toujours la même propagande. C'est-à-dire des populations russophones massacrées, des armes mises à proximité de la frontière russe, et puis finalement Poutine qui, après avoir reculé, est obligé d'intervenir pour empêcher les populations de se faire massacrer. Et il passe pour le salaud de l'histoire qui est l'envahisseur qui a envahi un pays pour menacer l'Europe. Alors que c'est par l'intermédiaire de l'Europe, les États-Unis qui menacent Moscou à ses portes. Voilà, oui, alors moi, encore une fois, je n'interviens pas parce que là, je n'ai pas étudié le dossier. Je ne peux pas tout faire, hélas. Mais voilà, quand je vois la propagande qui a eu lieu en 1939 et en 1991, dès qu'il y a une guerre et qu'on dit « Ouh, là, il y a le gros méchant, puis il y a les bonnes démocraties en face », je dis « Oh mon Dieu, on ne me la fait pas ». Alors, je te donne une petite précision parce que ça va t'intéresser. J'ai travaillé aussi sur l'histoire de la guerre du Golfe. Il y a quelque chose de très machiavélique, mais c'est aussi de la faute de Saddam Hussein, qui était quand même un agent de la CIA au départ, qui avait été formé pour faire partir le leader irakien d'avant, qui était vraiment plus problématique pour les États-Unis. C'est très possible. Et Saddam Hussein, formé à la CIA, a été utilisé ensuite contre l'Iran, parce qu'ils ont essayé d'utiliser l'Irak contre l'Iran. Et quand l'Irak n'a pas réussi à faire fracturer dans le conflit l'Iran, ils se sont retournés contre lui en manipulant et l'Arabie saoudite et le Koweït avec la manipulation du cours du pétrole, ce qui a forcé. Et ils ont laissé faire croire que Saddam Hussein pouvait résoudre le problème en envahissant le Koweït. Et c'est là toute l'histoire que tu racontes. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais être l'élément du diable, parce que le diable se retourne contre vous. Si vous ne réussissez pas, de toute façon, vous n'êtes pas son ami. Hein. Ça, c'était ce qu'avait dit Napoléon à un traître qui lui avait donné des informations. Il lui avait dit « Maintenant, je vous jette parce que vous êtes vide. » Et avec le diable, c'est toujours comme ça. Vous le servez, mais quand vous le servirez plus, il vous jettera parce que vous êtes vide. Avis aux amateurs quand on regarde le profil de Navalny récemment. Voilà, je dis juste ça comme ça. Navalny, c'est le type qui est mort dans une prison russe. Oui. Voilà, pareil, moi je n'ai pas étudié le dossier. Vous savez, il m'a fallu 20 ans, 15 ans pour le dossier d'Oradour, tellement que c'est complexe entre ce qu'on nous présente et ce qui est. Tant que je n'ai pas étudié moi les dossiers, je reste prudemment en arrière parce que je ne sais pas. C'est super intéressant de pouvoir comparer une époque avec une autre pour voir le fil dégradé et le même en fait fil conducteur qui amène aux mêmes choses. Et pour revenir au sujet et répondre aux gens qui disent que le Great Reset serait la résurgence du national-socialisme, alors on a dit qu'il y avait cet amalgame de gens comme Klaus Schwab dont le père avait travaillé pour l'appareil d'État allemand, visiblement. Hein. Mais comme je disais, ils ont ensuite, certains Allemands étaient... Ce qu'ont créé les Allemands a été réapproprié pour faire gonfler le système de leurs ennemis. Et leurs ennemis, c'est notamment le roi d'Angleterre, Charles III, qui veut le Great Reset, et totalement dans une idéologie qui, pour moi, est assez contraire au régime national-socialiste allemand. Bien sûr, de toute façon, tout ce qu'ils font, je veux dire, tout leur système économique, c'est pas du tout national-socialiste. Je veux dire, moi, je vois pas, encore une fois, peut-être que je suis naïf, mais je vois pas. C'est parce qu'ils utilisent une architecture allemande pour faire grossir quelque chose qui n'est pas du national-socialisme allemand, mais qui est l'idéologie, on va dire, une idéologie sataniste d'une certaine manière, qui est très liée au couple Malthus et talmudo-sionisme, pour moi. Hein. C'est-à-dire le couple d'une superficialité anglo-saxonne et d'une superficialité juive qui confine un peu à l'aliénation et à la violence génocidaire. Parce que les gens qui disent, parce que c'est la question qui tue que je voulais te poser, c'est que on parlait d'antisémitisme tout à l'heure, l'antisémitisme supposé d'Adolf Hitler, sachant qu'on parle en fait d'antijudaïsme.
les Palestiniens sont des sémites? Au niveau, c'est une question là, hein. Est-ce que les Palestiniens sont des sémites? Je crois, oui, je crois qu'ils sont des Bon. sémites, oui, pour autant. Alors la question qui tue est la suivante. Est-ce que tu penses qu'Adolf Hitler aurait défendu le peuple palestinien à notre époque, s'il était encore en vie? En toute honnêteté, en toute impartialité. Si Adolf Hitler était toujours en vie et qu'il y avait ce conflit, qui voyait le conflit israélo-palestinien, crois-tu qu'il prendrait la défense des populations palestiniennes? Ben, on sait que par exemple Himmler était contre justement le sionisme pour cela, même s'il y a eu des accords. Hein, attention, il faut savoir que tous les nationaux socialistes n'étaient pas d'accord. Himmler disait qu'on ne pouvait pas imposer aux Palestiniens les populations juives. Après, il y en avait qui disaient si, bon, ça c'est différent. Mais ce que ferait Hitler aujourd'hui, ben, j'ai tendance à te répondre ce que disait Georges Champeau, c'est que l'histoire ignore le mode du conditionnel. Qu'est-ce qu'il ferait aujourd'hui? Personnellement, je pense qu'il défendrait les Palestiniens. Parce qu'à l'époque, quel était son rapport au monde arabe? Ça donnerait un élément de réponse. Alors, le monde arabe, en fait, il avait des... Après, il avait des bons rapports avec le grand moufti de Jérusalem. Hein. Je pense qu'il avait des bons rapports avec le monde arabe. Voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne serais pas surpris, je ne peux pas le dire à 100%, hein, mais je ne serais pas surpris que dans le conflit actuel, un Adolf Hitler défendrait plutôt le côté palestinien. Alors, voilà. Mais c'est une opinion personnelle. Alors, redis ta phrase, excuse-moi de te le demander, sans qu'il y ait d'ambiguïté, parce que tu dis, tu ne crois pas qu'il aurait été du côté des Palestiniens, c'est ce qu'on aurait pu croire dans la phrase. Ah non, je pense qu'aujourd'hui, Adolf Hitler, aujourd'hui, défendrait les Palestiniens. Je pense. Mais, encore une fois, c'est une opinion personnelle qui, peut-être, certains seraient contre, diraient non, c'est le contraire, je ne sais pas. Mais je ne pense pas qu'il défendrait Israël. Je vais être un peu taquin, parce que, du coup, moi aussi, je pense qu'Adolf Hitler défendrait la cause, pas la cause palestinienne, mais le droit international, c'est-à-dire le droit des Palestiniens à ne pas être virés ou génocidés. Mais la question est que il se trouve que l'inspirateur idéologique de Netanyahou actuellement, c'est Jabotinsky. Parce qu'on disait que les groupes qui étaient liés à l'Allemagne d'Adolf Hitler en Ukraine ne sont pas le national-socialisme, mais autre chose. D'ailleurs, les Allemands ne les ont pas tout à fait acceptés. Je crois que des types comme Bandera ont été mis en prison par les Allemands. Hein. Moi, je ne connais pas cet aspect-là. Je ne peux pas en parler, là, je ne connais pas. Il y avait un juif qui s'appelait Jabotinsky et qui s'était allié avec ces groupes ukrainiens qui ont massacré des gens, y compris des juifs, en Ukraine. Mais aujourd'hui, l'idéologie génocidaire de Netanyahou vient de Jabotinsky et de cette idéologie qui s'est accoquinée avec les Ukrainiens de l'époque. C'est intéressant de voir à notre époque contemporaine où il y a des massacres de Palestiniens et des génocides, que cette idéologie que les Allemands ont repoussée un peu parce qu'elle était ultra-violente, s'exprime en fil dérivé par le Netanyahou. C'est juste ça que je voulais dire. Donc, voilà. Moi, là-dessus, je ne dis rien, mais c'est ton opinion. Je ne suis pas contre, je ne suis pas pour, je ne dis rien, je suis neutre. Non, mais c'est une interrogation parce que c'est vrai que ça serait intéressant de savoir ce genre de choses, parce qu'on dit oui. Ce que je veux dire par là, c'est que les gens aujourd'hui prétendent être antifascistes, mais ils sont alliés avec des néo-nazis en Ukraine contre les Russes, qui ont perdu 26 millions d'éléments contre l'Allemagne, quand même, pendant la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que ça t'inspire quelque chose? Bah, moi, ce que ça m'inspire souvent, c'est que quand je vois, par exemple, qu'aujourd'hui, l'Occident est complètement retourné contre la Russie, après avoir été l'allié de la Russie contre Adolf Hitler, personnellement, je regarde ça de loin, mais avec un certain sourire, quoi. Je me dis que on est vraiment dans une décomposition de ce monde victorieux de 1945. Je dirais que les rats se bouffent entre eux. Alors après, moi, encore une fois, je ne sais pas, quand on me parle de Poutine, certains sont très très pour Poutine, certains sont très contre. Moi, encore une fois, je suis neutre. Mais ce que je vois, voilà, c'est que les trois alliés de 1945, aujourd'hui, se mangent complètement. Alors, on dira que la Russie de Poutine n'est pas l'URSS de Staline. C'est peut-être vrai, et c'est ça qui doit sûrement faire que tout est modifié. Mais je dirais que moi, ça m'amuse quand même, quoi. D'accord.
Et alors, du coup, est-ce que je peux te proposer une version du dégradé historique et tu me dis si ça peut te convenir ou pas? Oui, Parce oui, que bien tout à sûr. l'heure, je t'ai parlé que, j'ai dit, pour moi, l'histoire est une démolition contrôlée qui efface le christianisme ou l'élan chrétien au profit du matérialisme juif de bout de tableau. Bon. Et donc, pour moi, la Seconde Guerre mondiale a été dramatique dans le sens que ben, les mouvements les plus costauds au niveau de la tradition ont été ciblés par une coalition qui ensuite a trafiqué le narratif historique pour se faire passer pour des héros, des libérateurs. Sachant que je considère quand même que les Allemands et les Italiens étaient quand même une voyoucratie en amont. Ils n'étaient pas parfaits. Il y avait un sionisme sous-jacent pour moi à cause du colonialisme, qui n'était pas un colonialisme, enfin, un colonialisme plus vertueux que ce qu'il a remplacé, mais un colonialisme avec une teinte un peu voyoucrate. Je sais que tu peux ne pas partager ce point Oui, de oui, vue. chacun a le droit d'exprimer son opinion. Et je pense que un rapport au monde un peu plus viril et un peu plus émancipé a été ciblé par une coalition de gens un peu moins virils qui ont trafiqué l'histoire pour se faire passer pour plus que ce qu'ils étaient et qu'ensuite ils se sont bouffés entre eux. Ce qui veut dire que pour moi, je suis d'accord avec la version de Pont-Cardassac comme quoi De Gaulle est un traître en fait. Il s'est allié avec les anglo-saxons et la dette judéo-bancaire. Il a essayé de résister après, mais ils ont essayé de lui faire la peau, ils n'ont pas réussi et ils l'ont viré par mai 68. C'est-à-dire que pour moi, mai 68, c'est la récompense des anglo-saxons aux résistants d'avoir été de leur côté quelque part. Et que ça a produit une décadence sur la société française qui s'est, j'ai envie de dire, qui s'est conformée à un mondialisme néo-nazi écolo-juivisé et qui fait qu'on retrouve les massacres de Gaza en bout de tableau, parce que pour moi, tout est lié. C'est-à-dire qu'on a des gens qui, sous couvert d'antifascisme, élisent un Macron et qui sont alliés avec des néo-nazis en Ukraine, qui massacraient des pro-russes et dont Netanyahou est une expression par Jabotinsky au niveau du génocide de Gaza dans la violence. Est-ce que ça pourrait correspondre à ton... Alors peut-être que c'est un peu compliqué la manière dont je vais expliquer, mais est-ce que ça pourrait t'aller comme version? Moi, personnellement, là, encore une fois, je vais peut-être décevoir beaucoup, mais je me prononce pas. Je sais pas si c'est cette logique-là qui est. Encore une fois, je dis que le tableau que tu exprimes a une certaine logique, a une certaine cohérence, est digne de discussion. Mais pour moi, ce sont des choses qui là sont trop complexes pour moi comme ça. Pour moi, la décadence remonte à plus haut, très haut même, et je pense que la Seconde Guerre mondiale ça a été, je dirais, la, l'ultime écrasement de ce qu'aurait pu être la dernière réaction contre la décadence. Voilà. Après, ce qu'il en est, ce qu'il n'en est pas, pour moi, c'est plus complexe. Ça correspond, hein, ça correspond. Mais c'est-à-dire qu'après, en fait, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Les alliés voyous de la Seconde Guerre mondiale qui ont été les vainqueurs se sont ensuite bouffés entre eux. Donc il a fallu faire la guerre froide pour en finir avec le communisme, mais après, ce n'était pas encore assez dévirilisé. Il a fallu s'en prendre à Poutine. Et donc, parce que qui a financé le bolchevisme? C'est quand même les judéo-protestants, donc ils suivent ce qu'ils financent pour le dégrader. C'est ça, mon point de vue. C'est que Ah oui. Ton point de vue, encore une fois, se défend. Hein. Je ne dis pas que j'adhère, mais ça se défend. Ça se parce que défend. tu es un catholique traditionnaliste, donc tu dois. Ah non, 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 mais moi je suis plus catholique traditionnaliste là. Non, ça a changé. Ah, Ah d'accord. non, 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 je suis un apostat maintenant, moi. D'accord. Tu as été déçu ou trahi par la branche catholique ou tu t'es rendu compte qu'elle n'était pas au niveau du tout de Ah leur. non, 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 c'est pas du tout les hommes, c'est en relisant les évangiles que le doute m'est venu et que non, non, ce n'est pas du tout par rapport aux hommes, parce que je sais très bien que entre une religion et les fidèles, il peut toujours y avoir une marge. C'est pas ça. Non, c'est un cheminement personnel. Quand j'ai commencé à lire les évangiles et puis que j'ai à mes yeux, il y avait trop de choses qui n'allaient pas. Donc j'ai dit non, voilà, c'est pas ça. Mais par contre, je suis toujours sensible au message du Christ, notamment au sermon des béatitudes. Je crois que c'est un personnage historique. Euh, je connais quelqu'un qui fait des études pour être prêtre et j'en suis très content. C'est un prêtre traditionnaliste hein, qui sera, mais voilà, moi je ne suis pas en guerre contre le catholicisme, mais je n'y suis plus. Tu crois en Dieu et au Christ, mais pas au travers de l'Église. On peut le C'est simplifier comme ça. ça, en quelque sorte, oui. Je crois en Dieu, je crois qu'il y a un Christ. Euh, J'aime bien le sermon des béatitudes, certaines de ses paraboles, et puis l'évangile de Thomas.
Voilà. D'accord. Oui, non, 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 je comprends tout à fait. Et j'ai envie de te poser une dernière question. Alors, alors, tu peux me dire, tu n'es pas obligé de répondre parce que c'est personnel et que doit plus te toucher, mais tu as 8 enfants, hein, si j'ai bien compris sur ton. Oui, oui, j'ai eu 8 enfants, oui, avec mon épouse, oui. Et je voulais savoir qu'au travers de toutes les épreuves que tu as endurées, parce que la famille, c'est ce qui est le plus important. Est-ce que tu as su préserver et protéger un tissu familial ou est-ce que malheureusement, au cours des épreuves, ça a volé en éclats ou il y a eu une incidence négative? Sur ma famille, Oui, ah ben, moi, j'ai quitté ma femme en 2011, hein. oui, Maintenant, bon, après, j'ai quelques contacts avec quelques enfants, mais très, 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 très lointains, très, très épisodiques, hein. Mais ce n'est pas vraiment mon combat qui a qui a provoqué cet éclatement. Ce sont des choses plus profondes et qui sont plus personnelles à l'intérieur de mon couple. Euh, donc non, non, ce n'est pas. Il faut pas croire que c'est le combat. Naturellement, le combat n'a rien arrangé, hein, le combat n'a rien arrangé. Il est évident que sûrement ma première peine de prison qui a duré 9 mois n'a rien arrangé. Mais il y avait des failles bien avant. Donc aujourd'hui, il y a certains enfants que je reconnaîtrais même pas dans la rue parce que je les ai pas vus depuis 12 ans, j'ai pas de photos, j'ai rien. Donc voilà, j'en suis là. tu n'as pas eu de soutien familial? Comment? Tu n'as eu aucun soutien familial? Ah non, ma famille ne me soutient pas. Ma D'accord. famille ne me soutient pas du tout. D'ailleurs, personne ne m'a jamais lu. Personne ne lit ce que je fais. Personne ne regarde ce que je fais. Euh, je parle de ma famille, mère, père, oncle, tante, cousin, cousine, frère, sœur. Non, alors là, personne ne me soutient. Par contre, ça ne veut pas dire qu'on ne se parle pas, hein. Moi, je m'entends très bien avec ma mère, je m'entends bien avec ma sœur. Quand on se voit, on parle, mais on ne parle jamais de cela. Et je sais que, bon, ils ne me lisent pas, ils sont contre, etc. C'est-à-dire que quand on a un certain courage de la vision historique, on se heurte quand même à un paraître systémique qui conforte les gens et qui ne veulent pas remettre en cause, peut-être. Bien sûr, je suis persuadé qu'au fond d'eux-mêmes, ils sentent que j'ai peut-être raison, au moins sur certains points historiques, mais ça les gênerait tellement qu'ils préfèrent pas remettre en cause leur homéostasie. Donc D'accord. pour eux, c'est pas possible. Donc ils préfèrent fermer les yeux. Donc, tu t'es jamais remis en cause en disant oui, ben, ma famille passe avant. Tu t'es dit, moi, mon combat, il reste droit et je ne changerai pas de point de Ah vue oui, sous non, prétexte que ma famille n'est pas au niveau ou ne veut pas aller aussi loin, quoi. non, je n'ai jamais dit je mets ma famille avant. Ça peut choquer énormément. Dans ma vision des choses, ça ne choque pas puisque je pense qu'on arrive sur Terre, un enfant arrive sur Terre pour vivre certaines épreuves. Donc, par exemple, je pense que mes enfants sont arrivés sur Terre en sachant qu'ils risquaient de vivre avec un père qui serait absent, un père très étrange. Donc, ça ne me choque pas. Pour moi, d'ailleurs, ça va assez loin puisque euh, je pense que mes enfants sont avant tout des âmes qui s'incarnent ici, mais ce sont mes enfants par accident. Voilà pourquoi je ne souffre pas. Ça choque quand je dis ça. On va dire, mais alors vous n'aimiez pas vos enfants? Oh, Dieu sait si je m'en occupais, mes enfants. Et ça, mes aînés pourraient en témoigner et dire, papa, il s'occupait vraiment beaucoup de nous. Mais quand j'ai été séparé, j'ai dit, bon, bah, c'est comme ça. Rien n'est permanent dans la vie. Mes enfants, ben, ce sont des âmes qui sont incarnées là. Maintenant, peut-être que je les verrai plus jamais. C'était comme ça. Tu n'as aucun regret à ce niveau-là? Aucun regret sur ce que j'ai fait. Non, absolument aucun. Et tu n'as aucun de tes enfants qui est venu te reprocher, par exemple, de dire, ah, tu t'es pas occupé de nous, tu as préféré ton combat idéologique? J'ai un de mes enfants au moins qui me le fait sentir et qui me méprise royalement Oui. et qui me dit qu'avec moi le monde recule et que voilà. Non, non, j'ai un de mes enfants qui me méprise royalement. Moi personnellement, je ne lui en veux pas. C'est son droit et je comprends qu'il puisse penser cela. Donc je lui en veux pas du tout. Si un jour il revient en disant bon papa maintenant j'ai compris,
est-ce qu'on peut, mais je lui dirais, mais tu es le bienvenu tout de suite. Je ne demande aucune explication, aucun pardon, rien du tout. S'il ne revient jamais, ben, il ne reviendra jamais. Ok. Alors, je te remercie de m'avoir accordé du temps. J'ai trouvé ça passionnant, c'était très intéressant. Et d'ailleurs, c'est pas conventionnel comme interview, parce que, déjà, c'était pas préparé. Mais deux, comme on vient pas d'une mouvance conventionnelle, c'est peut-être une discussion qui tranche assez nettement avec des conversations qu'on pourrait avoir peut-être plus banalement en général, quoi. Là, j'ai pas tellement compris. J'ai dit, on a une conversation qui n'est pas banale parce que ça tranche quand même avec la plupart des discours qui s'inscrivent dans le narratif officiel. Donc, ah bah oui, ça oui, en effet. Très intéressant pour les auditeurs parce que ça peut remettre aussi les choses en place. Oui, oui, bien sûr. Moi, j'estime qu'il est toujours intéressant. Moi, j'ai lu dans ma bibliothèque, qui compte pas mal de livres quand même, il y a beaucoup plus d'écrits d'adversaires, d'écrits de gens qui ne sont pas du tout de ma fraction politique, que d'écrits de gens qui seraient mes amis en quelque sorte. Hein. D'ailleurs, j'ai cité dans mes vidéos, les gens qui me suivent, j'ai cité Lipovetsky, des gens qui sont Moatti, et j'ai lu mes adversaires, ça les gens le savent. Et puis j'ai pris beaucoup d'idées. Par exemple, maintenant, j'ai découvert Jacques Ellul en prison à Édimbourg. J'ai lu 6 ou 7 de ses livres. Il m'a apporté beaucoup. Et pourtant, c'est pas du tout un ami ni politique, ni religieux, ni rien. Mais quand on lit des gens avec lesquels on n'est pas d'accord, on s'aperçoit toujours que dans leur discours, comme ils voient les choses autrement, il y a certaines choses qu'ils voient autrement, mais ça donne un éclairage que nous, on n'avait pas vu. On dit, ah oui, en effet, ça me permet de rectifier certaines choses que je pensais, voire de penser différemment. Hein. Moi, par exemple, avant de lire Jacques Ellul, j'étais partisan de dire que la technique était neutre. Maintenant, il m'a convaincu que la technique est intrinsèquement mauvaise. Avant, je n'aurais jamais dit ça. Mais j'ai évolué. Alors, je ne dis pas que la technique est intrinsèquement à 100% mauvaise, mais je dis qu'au final, il m'a convaincu. Voyez-vous, donc, c'est toujours intéressant de discuter ou de lire avec des gens qui ne sont pas d'accord du moment qu'on reste courtois. Voilà, toi et moi, on n'a pas les mêmes idées sur tout. Ça se voit, ça se sent, mais chacun expose ces choses qui sont défendables. Où tes idées divergent des miennes par rapport à l'échange, par exemple, sur un point particulier? Ben, par exemple, moi, je ne crois pas que tous nos malheurs, non, je ne vois pas, je vois un peu moins que toi la main des Juifs dans beaucoup de choses. Un peu moins. Oui. Voilà, je pense qu'il y a le monde a une dynamique et les Juifs ne sont que la mouche du coche en quelque sorte. C'est-à-dire que voilà, donc je ne pense pas, voilà. Mais après, c'est peut-être moi qui me trompe. C'est peut-être moi qui me trompe, donc j'accepte tes vues et je pense que tu as le droit et c'est bien que tu les exposes. Alors, j'y pense maintenant parce que tu sais que l'entrevue a été possible parce qu'il y a une personne qui t'apprécie, qui est un ami à moi, qui était un proche d'égalité et réconciliation d'Alain Soral, dont je ne fais pas partie, mais avec qui j'échange de temps à autre. Et il voulait te poser une question. J'ai dit, la moindre des choses, puisqu'il m'a aidé à avoir ton contact et pouvoir faire cette interview, c'est de poser sa question. Et lui, c'est plus une question d'archives, de travail, de ce que tu as produit. Il voulait savoir quelles étaient les vidéos que tu avais produites qui décrivaient la vie des Allemands sous le Troisième Reich. Ben, je ne me rappelle plus. J'ai fait énormément de vidéos. Je pense qu'il y a une collection. J'ai fait une série qui s'appelle Sauver la France et l'Europe, peut-être, ou quelque chose comme ça. Mais il faut savoir que toute ma vie, j'ai travaillé avec, pas un pistolet sur la tempe, mais avec des flics pratiquement derrière moi. Et je ne savais jamais si demain j'allais toujours être libre. Alors, mes adversaires s'en moquaient en disant, bah voilà, il croit toujours qu'il va être arrêté. Oui, bah finalement, je l'ai été. Donc, toute ma vie, j'ai travaillé dans l'urgence. Je n'ai pas vraiment d'archives. J'ai fait des trucs comme ça. J'ai fait des tas de vidéos dont je ne sais même plus où elles sont. Il y a pas. En plus, il faut savoir que il y a eu 6 ou 7 de mes ordinateurs qui ont été saisis, des disques durs qui ont été saisis. Donc, ben, je ne sais plus exactement. Mais comme j'ai mon blog, c'est le blog -sansconcession.net,
les gens peuvent retrouver énormément de choses que j'ai faites. C'est pas moi qui fais le blog, hein, c'est un collaborateur qui, lui, est beaucoup plus carré que moi, qui n'est pas un art comme moi. Peut-être que là, on pourrait trouver la solution. Mais de but en blanc, cette question, bah, je suis navré, je ne peux pas y répondre. D'accord. Bon, bah voilà, il fallait que je la pose. En tout Oui, cas, bon, ça fait quand même une heure et demie de ton temps que tu as accordé à ma chaîne, donc je c'était te avec un remercie. plaisir. Et j'ai trouvé ça très, très intéressant. Et bah, écoute, tu as des projets peut-être hein, à venir? Tu as des... Non, j'ai pas de projet. Dans ma vie, ce que je dis, j'ai toujours fait n'importe quoi, c'est-à-dire pas n'importe quoi, mais j'ai toujours agi selon ce que je voulais. Par exemple, là, bon, j'ai fait un article, je vais faire un long article sur le procès de Nuremberg qui va reprendre les causes de la Seconde Guerre mondiale, etc., parce qu'on en a parlé à Nuremberg. C'est tout simplement parce que j'ai appris en prison que mon ami Carlos Porter, donc un révisionniste américain qui vivait en Angleterre, était décédé. Je ne le savais pas, il est décédé en juillet 2022. Et donc, j'ai décidé de faire une étude pour lui rendre hommage. Et puis, suite à, par exemple, là, la constitutionnalisation de l'avortement, eh bien, soudainement, tiens, je me suis dit, tiens, je suis en train de faire une étude là sur. Enfin, ça, je connais bien la question, ça fait 20 ans que je la fais, que je l'étudie, mais je vais sortir quelque chose sur l'avortement, l'histoire de l'avortement. Parce que moi, je prends toujours l'aspect historique, pas l'aspect moderne que tout le monde connaît bien. Je ne suis pas compétent, mais je prends l'aspect historique. Voilà, voilà les projets que j'ai à l'heure actuelle. Et alors, parce que juste du coup, ça me fait penser à quelque chose, c'est que tu es serein, il n'y a plus grand-chose qui te... Tu es sous la menace de quelque chose, Ah là? oui, oui, oui. Là, bah, pour l'instant, là, je suis sous contrôle judiciaire en attente d'un procès pour 7 vidéos, pour lesquelles je serai condamné au maximum. Je le sais, je ne suis pas naïf. Et puis, mes avocats m'ont dit, on ne sait pas combien de plaintes il y a contre vous pour l'instant. On est en train de le découvrir. Parce que tant qu'il n'y a pas de juge d'instruction nommé, et il n'y en avait pas puisque vous étiez en Angleterre, les plaintes, pour l'instant, il n'y a pratiquement que les parties civiles qui les connaissent. Il n'y a pas un fichier de centralisation des plaintes déposées. Donc ils m'ont dit, on ne sait pas combien de plaintes on va découvrir. Mais d'après ce que j'ai lu de mes adversaires, il y en a un certain nombre qui vont arriver, puisque d'abord, quand j'ai été arrêté le 10 novembre 2022, les policiers britanniques, enfin oui, ont saisi mon ordinateur. Et je leur ai dit, mais pourquoi? Ils m'ont dit, parce qu'il y a des plaintes en France. Donc, l'ordinateur que j'avais a été saisi. C'est au minimum qu'il y a une plainte. Mais comme m'ont dit mes avocats, à notre avis, on ne sait pas combien on va en découvrir. Donc non, je ne suis pas serein du tout. Je sais pertinemment que les ennuis vont continuer. Donc ça veut dire que tu t'attends à aller en prison, c'est ça que tu veux dire? Ah oui, bien sûr. Alors j'ai déjà fait, sur la prochaine peine de 1 an, j'ai déjà fait 6 mois en Écosse. Donc ce sera limité à 6 mois. Je vous fiche mon billet qu'on ne m'accordera pas le bracelet électronique. Je pense que j'irai en prison. Et puis après, j'aurai 45 jours pour quitter la France, Oui. parce que j'ai été extradé pour cette peine et après j'ai 45 jours. Mais au bout de 45 jours, la chasse recommencera et ils me saisiront encore. Et voilà. Non, je pense que je ne serai plus jamais tranquille de ma vie, mais j'ai dédié ma vie au révisionnisme. Je sais que le professeur Forisson m'avait dit, pardon, il m'avait dit, vous savez, vous compromettez gravement votre avenir et vous savez, quand on est sur l'échelle du révisionnisme, on scie tous les barreaux derrière soi, hein, enfin, qui sont en dessous de soi. Vous ne pouvez plus redescendre maintenant. Je le savais. Bon, j'ai choisi. Je ne me plains pas. Je ne dis pas, oh, mes adversaires sont des gros méchants. Non, mes adversaires mènent leur guerre. Moi, je mène ma guerre. C'est de bonne guerre. Bon, ben voilà. Et il n'y a pas un pays où tu peux être tranquille? Théoriquement, je devais être tranquille en Angleterre. Ouais, Ben, théoriquement, il n'y avait pas de loi anti-révisionniste. J'ai jamais appelé à la haine de quiconque. C'était pas grossièrement offensant mes vidéos. La justice a estimé que c'était non seulement mensonger ce que je disais, mais grossièrement offensant. Mais en Angleterre, un avocat anglais m'avait dit, tant que vous restez en Angleterre, vous êtes sauf. Eh ben non. Donc, je ne me fais pas d'illusions. mais vous êtes, de toute façon, tu es rodé, c'est-à-dire que tu es assez épais pour faire face de toute façon à l'incarcération. Voilà. Tu y es Ce qui prêt. doit être sera. Ce qui doit Ok. être sera. Je ne... tant que vous prenez chaque épreuve pour une occasion de vous dépasser, vous la vivez bien.
Transformer le négatif en positif. Transformer le négatif en positif. C'est une très belle conclusion. Merci Vincent. Merci Boris. Je te souhaite le meilleur et puis si un de ces quatre, tu veux revenir parler, discuter ou exposer un point de vue, tu es le bienvenu. Eh bien, merci beaucoup, merci à tous les auditeurs et à très bientôt. Salut. Salut.